19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 15 avril 2020. Les acteurs de la société civile, à savoir Moussa Tchangari de l'association alternative Michael Zodi, Moudi Moussa et Habibou Soumela de la campagne Tournons la page TLP Niger, ainsi que le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, Alhaj Sani Shekaro, vont passer leur 25e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tillabéri et de Niamey. Ils ont été tous interpellés à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale le 15 mars dernier. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Le détournement relevé au ministère de la Défense nationale suscite un grand intérêt au sein de la population. Selon un quotidien de la place, les auditions ont commencé hier à la police judiciaire avec Aboubakar Moussi, dit Petit Boubé, relativement au détournement au sein du ministère de la Défense. D'autres précisions avec Ali Sissé Ibrahim et Sadou Doumi. Concernant l'affaire de l'audit effectué au ministère de la Défense, le journal L'Inquiéteur, dans sa parution en date du mercredi 15 avril 2020, nous apprend que les auditions ont débuté à la police judiciaire avec Aboubakar Massi Hima, dit Petit Boubé, qui est un marchand d'armes. Le journal L'Inquiéteur nous informe aussi que Petit Boubé exerce dans un business où les ententes se nouent à coût de milliards de francs CFA. Les dessous de table, les bakchis sont légion dans l'univers des équipements militaires. Entre autres révélations, le journal L'Inquiéteur précise que 2 hélicoptères Mi-35M ont été envoyés en Russie pour révision. Sauf que le contrat aurait été surfacturé et l'intermédiaire entre l'État du Niger et la société russe en charge de maintenance se trouve être Petit Boubé. Aussi, le début des auditions à la police judiciaire relativement au scandaleux détournement au ministère de la Défense amène l'acteur de la société civile Ibrahim Djouri à réagir en ces termes. Le procureur a fait sortir le communiqué annonçant qu'il a reçu 177 dossiers dont certains sont susceptibles de qualification pénale et qui s'intéressent à cette ministère. On dit que c'est un petit pas qui est amorcé, qu'on en arrive à ce stade, mais nous ne nous satisfaisons pas, bien entendu, juste le début. Nous espérons que c'est un début de la judiciarisation de l'affaire et que tous ceux qui sont impliqués là-dedans vont être entendus. Une requête en instruction va être formulée par le parquet lui-même. Un juge d'instruction sera saisi, c'est ça notre souhait, et qu'il instruise l'affaire pour qu'elle soit en fin de compte jugée et que les coupables, à l'issue d'un procès équitable, au cours duquel la garantie de défense leur serait accordée, et qu'on restitue aux Nigériens leurs droits. Nous attendons l'aboutissement. L'aboutissement qui consisterait à dire, parce que le Niger aussi est habitué à un commencement de procédure judiciaire, surtout sur les affaires de détournement des deniers publics. On annonce que les procédures ont commencé et entre-temps, ça se négocie et puis bon, on n'entend plus parler. Il y a eu beaucoup de cas de commencement de poursuites et qui ne se sont pas soldés par des décisions de justice, en fait, en tant que telles, avec des condamnations ou de l'acquittement. L'attente des Nigériens est forte sur ce dossier. Ça participe. Je pense que la justice, aujourd'hui, a son rôle à jouer dans la protection aussi du Niger et des biens des Nigériens. Parce que ce qui s'est passé comme conséquence immédiate de ce vol-là, qui s'est traduit par un manque de munitions à nos soldats et un manque de moyens pour faire face à l'ennemi, il reste à une institution de jouer un dernier rôle. Celui d'abord de passer un premier message directement à ceux qui ont fait ce forfait-là, de les sanctionner, conformément à la loi et avec la rigueur que la loi donne, parce que le juge se prononce en fonction de la règle du droit. Ça découragerait d'éventuels candidats, parce que si cette affaire passe et que rien ne se passe, eh bien d'autres vont en faire une source d'inspiration.
C'est irréfutable. L'obscur détournement perpétré au ministère de la Défense est énorme. Et cette mafia révélée par l'audit est lourde de 177 dossiers qui sont dans les mains du procureur de la République. Dès lors, l'attente de beaucoup de citoyens est la suivante, qu'une justice implacable soit rendue. Car au fond, le peuple est fatigué de l'impunité qui a été entretenue depuis 2011. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver l'annulation de la dette de 25 pays en développement, parmi lesquels figure le Niger. Cette décision, qui constitue la contribution de cette institution onisienne en charge des finances dans la lutte contre le Covid-19, a été vivement saluée par les populations des pays bénéficiaires. Mais en fait, que faut-il comprendre par annulation? Élément de réponse avec l'économiste Soli Abdoulaye. Le Fonds monétaire a décidé, à travers un fonds qu'ils ont, qu'on appelle le Fonds fiduciaire d'assistance et de calamité, n'est-ce pas? Ce fonds consiste à aider les pays membres du FMI en face d'une calamité naturelle, où c'est les eaux qui envahissent un pays, ou c'est la sécheresse, ou c'est les incendies, ou c'est la maladie. Donc ce fonds est là pour assister ces pays. N'est-ce pas? Actuellement, selon les informations que j'ai reçues, ce fonds dispose de 500 millions de dollars actuellement. Et le Fonds monétaire a fait appel à des pays qui sont en train donc de renflouer ce fonds-là, tels que le Japon, le Royaume-Uni, la Chine, ainsi de suite. Donc, nous sommes des pays qui doivent au FMI. Vous savez, chaque mois, le Niger débloque de l'argent dans le cadre du service de la dette pour payer la dette qu'elle a contractée avec le FMI. Maintenant, face à la situation d'urgence et de précarité dans laquelle nous vivons, le Fonds monétaire a dit que ce qu'il lui faut, au lieu qu'il aide les pays, parce que vous savez, notre président a demandé aux partenaires bilatéraux, aux partenaires multilatéraux de nous aider pour supporter cette situation-là. Maintenant, le Fonds monétaire a trouvé une astuce. Au lieu que le Niger débloque de l'argent du Trésor national pour payer la dette qu'il doit au FMI, par exemple, en fin du mois d'avril, là, normalement, on devrait débloquer de l'argent pour le FMI. Le FMI a trouvé une astuce pour dire que nous disposons d'un fonds qu'on appelle le fonds d'assistance aux calamités. Le fonds fiduciaire d'assistance aux calamités. Nous allons ponctionner dans ce fonds-là de l'argent. On suppose que le Niger, par exemple, en fin avril, va mettre 5 milliards au FMI. Maintenant, les 5 milliards-là vont être pris dans le fonds fiduciaire. Au lieu qu'on donne au Niger ces 5 milliards, dans le cadre de l'assistance que nous avons besoin aujourd'hui par rapport à la maladie, ces 5 milliards-là vont être mis dans un fonds quelconque de FMI qui représente le compte du Niger. Donc c'est comme si le Niger a déjà payé les 5 milliards qu'il devrait payer en fin avril. Maintenant, l'avantage c'est quoi? Les 5 milliards que le Niger doit payer en fin avril, au lieu qu'elle le paye au FMI, du moment où on a déjà payé, donc elle va prendre ces 5 milliards pour faire face à ces problèmes internes. Vous voyez? Donc voilà le mécanisme. Soli Abdoulaye, que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. L'eau, cette denrée précieuse, rentre dans le cadre de lutte contre le Covid-19 à travers les lavages des mains tant conseillés par nos autorités. Ce qui fait réagir le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui prônent depuis toujours les lavages des mains pour éviter les maladies liées au manque d'hygiène. Le reportage avec Areta Sarr sur les images d'Abouakar Souley. La promotion de l'eau et l'hygiène a fait ses preuves en cette période de pandémie du coronavirus. En effet, cette lutte est menée depuis plus de 10 ans par le réseau nigérien de journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA. À travers le lavage des mains à l'eau et au savon pour rompre la chaîne de contamination du coronavirus, il est clairement montré que l'eau joue un rôle très important dans la lutte contre plusieurs maladies causées par un manque d'hygiène, selon le président du REGIA.
l'histoire nous donne raison aujourd'hui que la promotion de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement effectivement nous amène à lutter contre la pauvreté et nous amène à lutter contre les maladies mortelles. Mais le plaidoyer aussi jeune que nous sommes en train de faire depuis de longues années auprès du chef de gouvernement, c'est d'amener l'eau disponible chez les communautés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire la promotion des bonnes pratiques d'assainissement tant qu'on n'a pas la disponibilité de l'eau potable. Mais avec les moyens des bords, nous demandons toujours aux communautés de continuer à faire les bonnes pratiques. Et peut-être après le coronavirus, c'est une grande joie, c'est un déclic et une prise de conscience pour le chef d'État et de gouvernement parce qu'ils comprendront effectivement le rôle que joue l'eau et l'assainissement dans le développement économique et social d'un pays. Et je suis certain, après le coronavirus, tous les chefs d'État et de gouvernement vont allouer des ressources conséquentes au secteur de l'eau et de l'assainissement parce qu'ils ont vu effectivement dans quoi nous sommes aujourd'hui. On demande aux gens de laver les mains 5-10 fois par jour dans les conditions où les gens n'ont pas d'eau, comment ils vont faire? Il est important que les populations prennent conscience. Nous allons prendre l'habitude également de lavage de mains au savon, à l'eau. Nous allons prendre conscience des dangers qui nous guettent, même pas coronavirus, mais d'autres maladies qui sont liées au manque d'hygiène. Et aujourd'hui, je suis certain, quand vous partez de l'information sanitaire, vous faites le bilan, vous allez comprendre effectivement les maladies ont réduit drastiquement. Toutes les maladies pratiquement sont liées au manque d'hygiène. Aujourd'hui, le simple fait que nous lavons les mains pour lutter contre le coronavirus, nous réduisons éventuellement beaucoup de maladies qui sont liées au manque d'hygiène. Il est certes conseillé de laver régulièrement les mains et on constate des coupures d'eau dans la capitale Niamey en cette période de chaleur, période également de grande consommation d'eau. Pour ce problème, le président du REGIA demande à la population de Niamey une utilisation rationnelle d'eau. C'est en ces moments-là que les communautés doivent comprendre qu'on ne doit pas gaspiller l'eau. Le gaspillage de l'eau par une certaine classe des populations nous amène à connaître les coupures d'eau drastiques. Imaginez, normalement, on ne doit pas engager les grandes constructions des immeubles dans la période d'avril et mai. On ne doit pas essayer de gaspiller l'eau comme si on était dans le mois de froid. Donc voilà, et puis il faut comprendre aussi, il y a le fleuve qui se retire souvent. Donc il y a tous ces facteurs, les techniciens vont vous expliquer, qui font en sorte que nous connaissons énormément des problèmes d'accès à l'eau et des problèmes de pression. Donc en ce moment précis, c'est qu'on doit utiliser l'eau rationnellement. Parce qu'aujourd'hui, si je lave ma voiture avec 10 seaux, alors que dans le quartier Cité Fessal, ou un autre quartier, il y a quelqu'un qui est en train de chercher un seau d'eau pendant toute la journée, donc je n'ai pas été juste envers moi-même. Il faut qu'on réduise ces inégalités extrêmes, permettre à chacun d'avoir accès à cette ressource rare. Le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA multiplie ses actions de plaidoyer et de sensibilisation dans notre pays pour venir à bout de cette pandémie du Covid-19. La chronique judiciaire de cette semaine porte sur le thème le juge d'instruction et les délais d'instruction, un thème qui vous sera développé par Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Suivra ensuite la partie magazine de cette édition, comme annoncé au début de cette édition. Très bonne réception à vous. Juge d'instruction et les délais d'instruction. Comme vous le savez, en matière pénale, il y a une séparation des fonctions, notamment la fonction de poursuite qui est réservée au ministère public, la fonction d'instruction qui est réservée au juge d'instruction et à la chambre d'accusation, et la fonction de jugement qui est réservée aux cours et tribunaux qui sont chargés de juger. Maintenant, relativement à la fonction du juge d'instruction qui est chargé d'instruire l'affaire à charge et à décharge, il est aussi encadré dans des délais en matière de détention, en matière de demande de liberté provisoire, en matière aussi de délai d'appel relativement aux ordonnances qu'il sera amené à prendre. Donc, sans m'attarder sur certains éléments de délai et tout, je vais m'attarder seulement sur les 3 points, notamment sur la détention préventive, la liberté provisoire
et sur les délais d'appel. Donc par rapport à la détention provisoire ou préventive, comme vous le savez, le principe c'est la liberté et la détention l'exception. Donc normalement, il y a des conditions pour que les juges d'instruction puissent placer en détention un justiciable, un inculpé. À partir du moment où il n'y a pas en tout cas, il n'y a aucune crainte que l'inculpé puisse exercer une pression sur des témoins ou sur des victimes, ou à partir du moment où il ne peut pas se soustraire en tout cas à la justice quand le juge aura besoin de lui, ou à partir du moment aussi, ce n'est pas un moyen pour le juge de conserver des preuves ou que l'infraction ne continue pas en tout cas à se commettre, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public, normalement le juge doit éviter de placer en détention l'inculpé à partir du moment où il y a des garanties suffisantes de représentation. Maintenant, dans l'autre cas où le juge est amené à placer en détention un inculpé, c'est que là aussi le juge est encadré dans des délais bien déterminés. Par exemple, quand il s'agit d'une infraction dont la condamnation est inférieure ou égale à 3 ans, la détention ne doit pas excéder 6 mois de détention. Et là, le juge est obligé d'instruire son affaire, donc le dossier, dans ce délai. Mais dans les autres cas aussi en matière correctionnelle, donc le juge peut toutefois proroger ce délai de 6 mois, mais une seule fois. À partir du moment où nous ne sommes plus dans ce cas de figure de 3 ans ou de moins de 3 ans, le juge il place un détenu, un inculpé, pour un délai de 6 mois renouvelable seulement une seule fois. Alors qu'en matière criminelle, c'est un délai de 18 mois qui est reconnu au juge en matière de détention préventive. Et toutefois aussi, ce délai peut être prorogé, mais sans pour autant que ça excède 12 mois de prorogation. Donc voilà pour ce qui est de délais de détention qui sont prévus par la loi, notamment en matière correctionnelle et en matière criminelle, quand le juge est amené à placer en détention les inculpés. Donc, en dehors de cet aspect, il faut évoquer la question des délais, où le juge d'instruction aussi est astreint à respecter certains délais, notamment en matière de demande de liberté provisoire. Parce qu'un inculpé ou son conseil peut toutefois formuler une demande de mise en liberté provisoire qu'il dépose chez le juge d'instruction. Là, le juge d'instruction qui est saisi d'une requête aux fins de mise en liberté provisoire, il est tenu de se prononcer dans les 10 jours qui suivent la communication du dossier au parquet, donc au procureur de la République. Et s'il y a une partie civile dans le dossier, il est aussi tenu de l'aviser. Mais là, il doit se prononcer après 5 jours qu'il ait avisé la partie civile. Donc, faute de quoi, si il ne se prononce pas, en tout cas dans ce délai, obligatoirement, la chambre d'accusation est saisie par l'inculpé ou son conseil, qui doit aussi se prononcer dans les 15 jours. Parce qu'il s'agit des questions de liberté, des questions de détention. Donc, la chambre d'accusation doit se prononcer dans les 15 jours. Et elle-même, si elle ne se prononce pas sur la question de liberté, dans les 15 jours, donc l'inculpé est mis d'office en liberté. Donc il acquiert sa liberté d'office, la liberté d'office. Donc voilà pour ce qui est des délais relativement aux demandes de liberté provisoire auxquelles les juges d'instruction doivent en tout cas respecter. Et en dehors de ces délais, je disais tantôt que j'allais évoquer aussi les délais d'appel. Parce que quand le juge prend ses ordonnances, que ce soit des ordonnances de renvoi, des ordonnances de non-lieu ou toute autre ordonnance pour laquelle, en tout cas, ou pour lesquelles le Code de procédure pénale a prévu des voies de recours, c'est que le procureur de la République peut interjeter appel dans les 3 jours. Le procureur général aussi peut interjeter appel contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction aussi dans 3 jours. Maintenant, pour ce qui est de la partie civile et l'inculpé, les deux ont 5 jours pour interjeter appel contre les ordonnances rendues par le juge d'instruction. Mais pour ce qui est
de la partie civile, au fait, qui peut interjeter appel contre les ordonnances ou l'ordonnance du juge d'instruction, c'est seulement quant à ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel. Elle ne peut pas interjeter appel relativement aux questions de détention et autres, mais c'est sur ses intérêts civils qu'elle peut interjeter appel contre les ordonnances du juge. Vous savez, le FMI fait partie de l'une des structures financières qui donnent des crédits à certains pays, donc développés ou sous-développés, pays en voie de développement. Alors donc, il y a des pays africains, il y a des pays asiatiques, il y a tous les pays européens, ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc face à cette situation de la pandémie de coronavirus, alors il y a beaucoup de pays qui vont ressentir cela sur leur économie. Et donc, le Fonds monétaire a décidé, à travers un fonds qu'ils ont, qu'on appelle le Fonds fiduciaire d'assistance et de calamité, n'est-ce pas? Ce fonds consiste à aider les pays membres du FMI en face d'une calamité naturelle, où c'est les eaux qui envahissent un pays, ou c'est la sécheresse, ou c'est les incendies, ou c'est la maladie. Donc ce fonds est là pour assister ces pays. N'est-ce pas? Actuellement, selon les informations que j'ai reçues, ce fonds dispose de 500 millions de dollars actuellement. Et le Fonds monétaire a fait appel à des pays qui sont en train donc de renflouer ce fonds-là, tels que le Japon, le Royaume-Uni, la Chine, ainsi de suite. Donc, nous sommes des pays qui doivent au FMI. Vous savez, chaque mois, le Niger débloque de l'argent dans le cadre du service de la dette pour payer la dette qu'elle a contractée avec le FMI. Maintenant, face à la situation d'urgence et de précarité dans laquelle nous vivons, le Fonds monétaire a dit que ce qu'il lui faut, au lieu qu'il aide les pays, parce que vous savez, notre président a demandé aux partenaires bilatéraux, aux partenaires multilatéraux de nous aider pour supporter cette situation-là. Maintenant, le Fonds monétaire a trouvé une astuce. Au lieu que le Niger débloque de l'argent du Trésor national pour payer la dette qu'il doit au FMI, par exemple, en fin du mois d'avril, là, normalement, on devrait débloquer de l'argent pour le FMI. Le FMI a trouvé une astuce pour dire que nous disposons d'un fonds qu'on appelle le fonds d'assistance aux calamités. Le fonds fiduciaire d'assistance aux calamités. Nous allons ponctionner dans ce fonds-là de l'argent. On suppose que le Niger, par exemple, en fin avril, va mettre 5 milliards au FMI. Maintenant, les 5 milliards là vont être pris dans le fonds fiduciaire. Au lieu qu'on donne au Niger ces 5 milliards, dans le cadre de l'assistance que nous avons besoin aujourd'hui par rapport à la maladie, ces 5 milliards là vont être mis dans un fonds quelconque du FMI qui représente le compte du Niger. Donc c'est comme si le Niger a déjà payé les 5 milliards qu'il devrait payer en fin avril. Maintenant, l'avantage c'est quoi? Les 5 milliards que le Niger doit payer en fin avril, au lieu qu'elle le paye au FMI, du moment où on a déjà payé, donc elle va prendre ces 5 milliards pour faire face à ces problèmes internes. Vous voyez? Donc voilà le mécanisme. Donc en sorte, c'est un bon mécanisme. Sauf que le problème qui se pose, c'est que le Niger actuellement, et comme beaucoup d'autres pays, ils vont face à un problème de décroissance économique, un problème de chute économique. Ce qui fait que les activités économiques, les commerces, les transports, tout ce que vous savez sont au ralenti. Donc, il n'y a pas de recette fiscale que l'État engrange, en réalité. Il n'y a que des pertes. Donc, ça veut dire que le Niger, même si on ne lui a pas allégé cette dette-là, elle ne sera pas capable de payer la dette en fin du mois d'avril. N'est-ce pas? On aurait dû nous faire un moratoire. Le moratoire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est différer
les paiements des dettes à une autre échéance ou à des échéances plus longues, maintenant nous assister à travers le fonds fiduciaire d'assistance aux calamités naturelles et à la santé. Vous comprenez? Donc c'est là que le FMI devrait faire. Nous donner cet argent liquide qui va venir, n'est-ce pas, renflouer les caisses et permettre aux autorités de prendre en charge toute cette dynamique dans laquelle nous vivons, au lieu de nous faire un allègement. Donc, au lieu que l'argent rentre au Niger, elle va rentrer sous forme de paiement des dettes ailleurs et que nous, on dit que nous allons travailler avec l'argent qui devrait normalement être payé, donc on va le consommer. Si vous vous rappelez, c'était le même système qu'on a eu à faire au temps du régime de Tanja, quand le Niger a bénéficié de fonds PPTE, n'est-ce pas, le programme des pays très endettés, très pauvres, où normalement, au lieu que nous versions nos dettes, n'est-ce pas, à tous ces pays qui nous ont, ou ces organismes qui nous ont donné de l'argent à crédit, cet argent va être confiné au niveau des banques centrales et le Trésor peut utiliser ça. Mais à condition que nous fassions, n'est-ce pas, des programmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation. Et ça a marché. C'est à travers ça d'ailleurs que le président a fait le programme spécial du président de la République. Comprenez? Ça, c'est du concret. Et en cela, on n'avait pas de problème. On avait l'argent qui rentrait, donc chaque mois, nous sommes capables de verser. Mais ici, nous sommes dans une situation exceptionnelle de maladie où tout est à terre. Et c'est en ce moment, au lieu que vous nous donnez de l'argent liquide, vous allez passer par ces mécanismes, n'est-ce pas, pour ramasser de l'argent et puis dire que nous, ce que nous allons vous payer, on n'a qu'à les mettre dans nos besoins. Ça, ce n'est pas normal. Et la preuve en est que j'ai vu sur le compte du ministre délégué des Finances, où on a dit que le Fonds monétaire international a accepté de débloquer, dans le cadre de facilité de crédit ou quoi là, il a accepté de débloquer 114 millions de crédit pour le Niger. Là, c'est du crédit. Donc, il va nous donner du crédit et immédiatement décaissable pour que nous fassions face à cette situation. Parce qu'ils savent très bien que nous n'avons pas cet argent. On n'a pas d'argent. Ça, c'est où est-ce qu'on va avoir l'argent? Il n'y a pas, parce que l'activité économique est au ralenti. Les commerçants sont fermés, comme je vous ai dit. Donc, ils sont obligés maintenant de nous donner encore du crédit. Vous voyez là où ce n'est pas sérieux cette affaire? Voilà, donc c'est ça que j'aimerais que nos compatriotes comprennent. Ce n'est pas de l'argent qui a été donné, même si on a dit qu'on a allégé. On ne nous a pas donné de l'argent liquide qui va rentrer. Non, non. Si nous avons déjà notre argent, on nous dit de les garder pour ne pas payer. Parce que quelque part, on nous a payé cet argent-là. Voilà.